Ok, les échecs. Jeu qui incarne la stratégie par excellence, dont on croit souvent que c'est réservé à une élite intellectuelle. On a là pour moi l'un des jeux les plus fascinants tant en termes de philosophie qu'en termes de stratégie. Et nous allons voir à travers cette vidéo que ce n'est pas pour rien que les échecs sont catégorisés comme un jeu de société. Car elles représentent une facette de notre vie sociale. Plus que ça, il y a une philosophie de vie qui se cache derrière. Et nous allons voir tout cela à travers cette vidéo. Qu'on est doué ou pas à ce jeu, l'intelligence ne fait pas tout. Tu peux être un grand joueur d'échecs et avoir une vie misérable. Tout comme tu peux être une personne qui réussit dans la vie, mais être un cancre aux échecs. J'aimerais tout d'abord casser cette croyance qui est en partie fausse, car beaucoup de personnes ne se lancent pas aux échecs à cause de cette croyance limitante. Premier exemple, Queen Gambit, nouvelle série récente qui vient de sortir sur Netflix, qui raconte l'histoire d'une jeune orpheline surdouée qui va affronter les plus grands joueurs de son temps. Deuxième exemple, Fischer contre Spassky, soit les États-Unis contre l'URSS. Deux grandes nations qui s'affrontent, dont le vainqueur prouvera sa supériorité intellectuelle, bien entendu, en période de guerre froide. Troisième exemple, Maxime Vachier-Lagrave, meilleur joueur français qui fait partie du top 5 joueurs mondial. À seulement 4 ans, Maxime montrait déjà des capacités hors du commun, en lecture notamment. Il a appris tout seul. Est-ce qu'il était surdoué? Est-ce que vous avez exploré tout ça? Non, on ne l'a jamais. On n'a jamais demandé son QI, ça ne nous intéressait pas trop. C'était évident, donc on n'avait même pas besoin de le faire tester. Maintenant, passons au contre-exemple. Et le premier contre-exemple que j'ai envie de prendre, c'est le cas d'Anatoly Karpov. Quand il était encore jeune et qu'il n'était pas encore champion du monde, il est entré dans l'école de Mikhail Botvinnik. Mikhail Botvinnik était ancien champion du monde. Ce garçon ne comprend rien aux échecs, il n'a aucun avenir dans cette profession, disait Mikhail Botvinnik à propos de Karpov. Deuxième contre-exemple que j'ai envie de prendre, c'est le cas de mon ancien professeur d'échecs. Il était estimé à 2000 élos au meilleur de sa forme, donc c'était un bon joueur national. Il a pourtant raté 2 fois son baccalauréat. Je ne suis pas un génie scolaire, contrairement aux apparences, avec mes lunettes et mon air sérieux. Et même pire encore, durant ma jeunesse, j'étais pratiquement dernier de la classe, en première et en terminale. Cela ne m'a pas empêché de battre des personnes considérées comme intelligentes aux échecs. L'idée de ces exemples et contre-exemples, c'est pour vous dire que être bon à l'école, c'est différent d'être intelligent et c'est différent d'être bon aux échecs. Le drame de la France, si vous me permettez, j'ai écrit quelques articles là-dessus aussi dans le temps, la France fait 2 erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question: pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher? Vous savez, j'étais dans une business school, mais on avait tous dit: mais il est idiot ce gars-là, quoi. On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. On pensait que c'était évident. Il nous a dit: non, pas du tout. C'est que vous avez suivi des études, j'avais 27-28 ans avant, et donc ça montre que vous avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Aux échecs, il y a des règles à respecter pour pouvoir y jouer correctement. Et surtout, pour pouvoir y gagner. Car si la plupart des grands amateurs n'arrivent pas à gagner une partie, c'est parce qu'ils ne connaissent tout simplement pas les règles du jeu. Et j'ai envie de pousser mon raisonnement encore plus loin. Si tu ne connais pas les règles pour réussir ta vie, comment espères-tu réussir ta vie? Personnellement,
je ne connais pas les règles qui mènent vers votre succès personnel. Par contre, si vous voulez la réussite sociale, les règles sont déjà expliquées dès notre plus jeune âge. C'est le fameux « va à l'école, aie de bonnes notes, fais de longues études pour avoir un bon travail bien rémunéré, et puis félicitations, tu rentreras dans le schéma métro, boulot, dodo jusqu'à l'âge de ta retraite et tu pourras enfin profiter d'un revenu éternel. » Dans sa tête, ils n'existe que 3 métiers, avocat, médecin et ingénieur. Ami, c'est tout. Hein, si t'es pas un ami, tu deviens son ennemi. Mais entre nous, est-ce vraiment ce que tu as toujours voulu comme réussite? Si ça ne faisait pas partie de ses amis, aurais-tu emprunté ce chemin? Quand j'étais encore à la fac, mon prof nous a toujours rassurés au niveau de la retraite en disant « Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous une retraite qui sera garantie. Et cela ne vous concerne pas » lorsqu'on était en train de parler de la théorie de l'effondrement. Mais ce qu'il n'avait pas prévu à ce moment-là, c'était la réforme des retraites, qui a eu pour conséquence de prolonger l'âge pour pouvoir accéder à la retraite, ainsi que la diminution de la pension. Je me suis demandé, est-ce que les règles pour atteindre cette réussite sont toujours valables à l'heure actuelle? Je ne connais pas la réponse. Et sur le coup, je ne vaux pas mieux que mon professeur. Et prétendre connaître le chemin qui mène vers votre réussite personnelle, ce serait vous mentir de ma part. Pourquoi? Parce que si je présentais un chemin unique pour tout le monde, ce chemin ne s'adresserait à personne dans les faits. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Normalement, mon argumentation devait se finir comme Socrate. Mais ici, on n'est pas des philosophes. Tout cela étant dit, je vais vous montrer la philosophie du jeu qui va vous permettre de mener à bien votre voyage vers votre réussite personnelle. Au début, vous êtes né, et comme tous les bébés, vous étiez totalement vulnérable et dépendant, avec un cerveau qui commençait à se développer et aucune compréhension du monde. Dans un monde parfait, vos parents seraient parfaits. Ils seraient dévoués à prendre soin de vos besoins physiques et psychologiques à temps plein, prenant toujours les bonnes décisions, établissant toujours les limites les plus saines et vous protégeant de tous les dangers, tout en vous préparant à pouvoir prendre en charge vos propres besoins tout seul à l'avenir. Mais dans le monde réel, personne n'est parfait, que ce soit vos parents ou tous ceux qui jouent un rôle dans votre éducation. Donc, au cours de cette période, certains de vos besoins nécessaires à votre développement ne sont pas satisfaits. Et le problème, c'est que quand un de ces besoins n'est pas satisfait, ça peut laisser des séquelles, qu'on appelle plus généralement des traumatismes de l'enfance. Chaque traumatisme peut occasionner des problèmes personnels et des difficultés dans les relations avec les autres plus tard dans la vie. Si on ne s'en occupe pas, il y a de fortes chances qu'on les transmette de génération en génération. Et comme ces traumatismes arrivent tôt dans la vie, ça peut affecter le développement social, émotionnel, comportemental, intellectuel et moral. La partie vient tout juste de commencer et pourtant, le moindre action aura de grandes répercussions sur votre avenir. C'est la manière dont je définirais l'ouverture. En début de partie, un bon joueur d'échecs se concentre sur 2 choses principalement. Le développement de ses pièces et les opportunités tactiques. Quand vous étiez encore enfant, je pense que la première chose dont se préoccupaient vos parents, c'était principalement votre développement. Plus particulièrement votre santé en priorité numéro 1 et l'éducation. Et ce n'est pas un hasard, car ils veulent tout simplement préparer votre avenir personnel et professionnel. Si vous y réfléchissez bien, ils vous inscriraient dans une grande école, s'ils en avaient l'opportunité. Ils chercheront un plus grand foyer pour votre confort. Ils grimperont la hiérarchie pour subvenir à vos besoins. Et certains iront même jusqu'à chercher ton ou ta future partenaire pour diverses raisons. Vous savez, j'étais amoureuse d'un garçon autrefois. Nous avions pour projet de nous marier, mais ce choix-là ne nous appartenait pas. Un enfant doit respect et obéissance à ses parents, quitte à renoncer à ses passions et convictions personnelles. Je peux le concevoir, mais le plus important n'est-il donc pas le bonheur de votre fille? Oui, en partie. Comment ça en partie? Il y a vraiment des parents qui s'en foutent de ce que pensent ou ressentent leur enfant. J'ai l'impression que le libre arbitre n'existe même plus. Limite, tes parents choisissent pour toi ce que tu manges, ce que tu deviendras et avec qui tu te marieras.
Les deux choses à retenir essentiellement, c'est l'opportunité tactique et surtout le développement. La maîtrise de ces deux facteurs ne peut que faciliter l'avenir de votre jeu ou votre avenir personnel. Maintenant, je vais vous faire une révélation. Quand vous êtes encore enfant, vous n'êtes pas vraiment joueur, c'est-à-dire une personne qui maîtrise son environnement, ses projets, ses choix personnels. Vous êtes au contraire une pièce manipulable, dont vous n'avez pour le moment aucun contrôle. Et bien entendu, dans la majeure partie des cas, la personne qui vous contrôle, ce sont vos parents. Mais un jour, au moment venu, vous serez un joueur. Milieu de jeu. C'est la phase où l'on s'éloigne de la théorie de l'ouverture pour passer au côté pragmatique de nos enseignements. Autrement dit, on quitte l'enseignement théorique de l'école pour passer à la pratique. On est fraîchement diplômé, on cherche notre premier job et notre premier appartement. C'est à partir de ce moment-là où on affronte la dure réalité. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Ici, certains font les plus grandes erreurs de toute leur vie, comme cesser d'apprendre ou de se développer, car ils estiment avoir acquis suffisamment de compétences et de connaissances durant leurs études. D'autres succombent à leurs désirs ou à leurs émotions qui leur dévient du droit chemin. Toutes ces négligences empêchent ces individus de saisir des opportunités. Je m'explique. Ils cherchent un emploi, mais ils manquent de l'expérience et des connaissances. Ils cherchent une partenaire attirante, mais ils négligent son physique et son apparence. Ce qui est d'ailleurs un mauvais choix, car malheureusement, notre société juge beaucoup sur l'apparence extérieure. Là où je veux en venir, c'est que vous devez sans cesse chercher à devenir une meilleure version de soi-même. Pour déjà, dans un premier temps, pouvoir saisir les opportunités et pour pouvoir mieux faire face aux difficultés. Parce que quand vous aurez un niveau de développement qui sera supérieur aux problèmes que vous aurez rencontrés, votre problème sera tout simplement plus facile à résoudre. N'oubliez pas que vous pouvez rencontrer des adversaires qui ne vont pas faire le moindre erreur. Et que dans ce cas-là, il n'est pas judicieux d'attaquer, mais au contraire de renforcer sa position, en attendant qu'une opportunité se présente. Car l'attaque peut potentiellement déstabiliser ta position et créer des faiblesses qui sera une opportunité pour l'adversaire. Retenez une chose, le meilleur investissement que vous puissiez faire de toute votre vie, ce sont des investissements sur vous-même. Si vous êtes entré dans votre finale, félicitez-vous, car certains n'ont pas le luxe d'accéder à une finale qu'ils auraient souhaité. Cela pour au moins deux raisons. La première, ils n'ont jamais défini leur réussite personnelle. La deuxième, ils se comportent toujours comme une pièce alors qu'ils devraient être éveillés au stade de joueur. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo! T'as trop peur pour te battre, espèce de fiotte!
Oui, c'est vrai, j'oubliais. T'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. En tant que joueur, il est important de connaître ses finales pour savoir quoi faire au moment venu. En tant que personne, il est important de savoir ce que tu veux pour savoir quoi faire maintenant. Quelqu'un qui ne se fixe pas d'objectif, sa vie n'a littéralement pas de sens d'orientation. Pourquoi? Car il vagabonde sur l'échiquier en tant que pièce, non pas pour son propre compte, mais pour le compte de quelqu'un d'autre. À ce stade de la partie, vous êtes dans 3 situations possibles: favorable, équitable ou défavorable. Dans une finale qui vous est favorable, restez concentré et ne criez pas victoire trop vite, car certains sont tombés de très haut. Dans une finale équitable, souvenez-vous de vos fins de partie que vous avez étudiées, car en réalité, il y a toujours un léger déséquilibre. C'est pour ça que dans la nature, il y a la loi de Pareto, une loi qui produit rarement une égalité parfaite. C'est aussi pour cela que vous gagnez plus de parties en jouant les blancs plutôt que les noirs, car vous avez l'avantage de l'initiative. Maintenant, dans une finale qui vous est défavorable, posez-vous la question: est-ce que l'objectif que vous vous êtes fixé vaut la peine d'être atteinte? Autrement dit, est-ce que la partie vaut la peine d'être continuée? Stratégiquement parlant, je préfère vous voir avec un rêve accompli plutôt que la poursuite d'un rêve inatteignable où vous allez finir avec des regrets. Car à ce stade de la vie, le temps n'est plus en votre faveur. Check. Maintenant, monsieur Stark. Lea Shei Wakan Mutlak Belkulun Mumkin. Toute la sagesse de notre credo est contenue dans ces paroles. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis.